Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Je suis très heureuse de vous retrouver, donc comme d'habitude, et c'est moi qui poursuis la lecture de L'Abîme de Charles Dickens et de Wilkie Collins. En attendant, si ce n'est pas déjà fait, eh bien, je vous invite à vous joindre à nous, donc en vous installant confortablement sur votre canapé, et puis pourquoi pas à nous faire un petit coucou via le hashtag Facebook, hashtag VBN, pardon, ou sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Je vous souhaite un excellent moment en ma compagnie. Après tout, se dirent-ils à voix basse, elle ne ment point, elle connaît les chemins de la montagne, puisqu'elle est si miraculeusement arrivée jusqu'ici. Mais ajoutèrent-ils en lui montrant son compagnon, quant à ce monsieur-là, mademoiselle, « Cher Joe, dit Marguerite en anglais, vous resterez dans cette maison et vous nous attendrez. »« Si je savais lequel de vous deux a ouvert cet avis, dit Joe, en regardant les deux guides de travers, je vous battrais bien pour 6 pence et je vous donnerais encore une demi-couronne pour payer le médecin. Non, mademoiselle, je m'attacherai à vos pas aussi longtemps que j'aurai la force de vous suivre et je mourrai pour vous si je ne peux pas faire mieux. » Le prochain déclin de la lune commandait impérieusement qu'on ne perdît point de temps. Les chiens donnaient des signes d'inquiétude. Les deux guides prirent vivement un parti. Ils échangèrent pour une plus longue la corde qui les attachait ensemble et l'on forma ainsi une longue chaîne. Ils marchaient devant, puis venaient Marguerite et Joe Ladle à l'arrière-garde. On se mit en route pour les refuges. La distance à parcourir était courte. Entre les 5 refuges et l'hospice, on ne comptait guère qu'une demi-lieue. Mais les sentiers étaient couverts de neige comme d'un gigantesque linceul. La troupe, cependant, ne fit point fausse route et l'on arriva promptement à la galerie où Vandal et Obenreizer s'étaient abrités durant l'orage. Leurs traces avaient disparu, emportées par le tourbillon et la tempête, mais les chiens, courant en tous sens, semblaient confiants dans leur admirable instinct. On s'arrêta sur la voûte que la tourmente avait frappée avec le plus de fureur et où l'amas de neige paraissait le plus profond. Là, les chiens s'agitèrent et se mirent à tournoyer pour indiquer que l'on allait manquer le but. Les guides, sachant que le grand abîme se trouvait à droite, inclinèrent vers la gauche. On perdit le chemin. Celui qui marchait en tête fit halte, cherchant consulter de loin le poteau indicateur. Tout à coup, l'un des chiens se mit à gratter la neige. Le guide s'avança. La pensée lui vint qu'un malheureux voyageur pouvait bien être enseveli dans ce champ de neige. Mais il vit cette neige souillée et jeta un cri en découvrant une tache rouge. L'autre chien regardait attentivement au bord du gouffre, raidissant ses pattes, tremblant de tous ses membres. Le premier revint sur la trace sanglante et tous deux se mirent à courir en hurlant. Excusez-moi, je respire un peu de poussière, donc ça me fait un peu tousser. Mais je poursuis. On est là, on reste vivant. Donc, puis d'un commun accord, ils s'arrêtèrent tous les deux sur la margelle du précipice en poussant des gémissements prolongés. « Quelqu'un est couché au fond de ce gouffre, dit Marguerite. »« Je le crois, dit le premier guide. »« Tenez-vous en arrière, vous autres, et laissez-moi regarder. » L'autre guide alluma 2 torches qu'il portait dans son panier. Le premier en prit une, Marguerite l'autre. Ils regardaient de tous leurs yeux, abritant la torche dans leurs mains. Ils la dirigeaient de tous côtés, l'élevant en l'air, puis l'abaissant brusquement. La lune, malheureusement, projetait autour d'eux une clarté qui contrariait celle des torches. Un long cri perçant, jeté par Marguerite, interrompit le silence. « Mon Dieu! Voyez-vous là-bas où se dresse cette muraille de glace, là, au bord du torrent? Voyez-vous? Il y a une forme humaine. »« Oui, mademoiselle, oui. Là, sur cette glace, là, au-dessous des chiens. » Le conducteur avait une vive expression d'effroi, se rejeta en arrière. Tous se turent. Marguerite, sans dire un mot, s'était détachée de la corde. « Voyons les paniers, s'écria-t-elle. N'avez-vous que ces 2 cordes seulement ?»« Pas d'autres, répondit le guide, mais à l'hospice. S'il est encore vivant. Oh, je vous ai dit que c'était mon fiancé. Il serait mort avant votre retour. Cher guide, ami béni des voyageurs, regardez-moi. Voyez mes mains si elles tremblent, retenez-moi par la force. Si elles sont fermes, aidez-moi à sauver celui qui est là. » Elle noua l'une des cordes autour de sa taille et de ses bras et s'enfit d'une sorte de ceinture assujettie par des nœuds.
Elle souda le bout de cette première corde à la seconde, plaça les nœuds sous son pied et tira, puis elle présenta son ouvrage au guide pour qu'ils puissent tirer à leur tour. « Elle est inspirée, se disaient-ils l'un à l'autre. « Par le Dieu Tout-Puissant, ayez pitié du blessé, s'écria-t-elle. « Vous savez que je suis bien plus légère que vous. Donnez-moi l'eau de vie et le vin, et faites-moi descendre vers lui. Quand je serai descendue, vous irez chercher du secours à une corde plus forte, lorsque vous me la jetterez d'en haut. Voyez celle que j'ai attachée autour de moi. Vous êtes sûr que je pourrai la lier solidement à son corps. Vivant ou mort, je le ramènerai ou je mourrai avec lui. Je l'aime. Que puis-je vous dire après cela ?» Les deux hommes se retournèrent vers le compagnon de cette fille étrange. Joey s'était évanoui dans la neige. « Descendez-moi vers lui !» s'écria Marguerite en prenant les 2 petits bidons qu'elle avait apportés et en les assujettissant autour d'elle. « Ou j'irai seule, dussé-je me briser en pièces sur les roches. Je suis une paysanne. Je ne connais ni le vertige, ni la crainte, et le péril n'est rien à mes yeux car je l'aime. Descendez-moi par pitié !»« Mademoiselle, il doit être mort ou si près de l'être. Expirant ou mort, je veux le voir. La tête de mon époux vivante ou inanimée reposera sur mon sein. Descendez-moi ou je descendrai seule. » Ils obéirent enfin. Avec toutes les précautions que leur suggérèrent leur adresse et leur compassion, ils firent glisser la jeune fille du bord du gouffre. Elle dirigeait la descente elle-même le long de la muraille de glace. Ils lâchèrent la corde plus bas, encore plus bas, jusqu'à ce que ce cri arrivât à leurs oreilles. « Assez !» « Est-ce réellement lui ? Est-il mort ?» crièrent-ils à leur tour, penchés sur l'abîme. « C'est lui. Il ne m'entend point, il est insensible. Mais son cœur bat encore. Son cœur bat contre le mien. » Excusez-moi. Une petite gorgée s'impose. Où j'en étais, moi? Alors, est-ce réellement lui? Est-il mort? Crièrent-ils à leur tour, penchés sur l'abîme. C'est lui. Il ne m'entend point, il est insensible, mais son cœur bat encore. Son cœur bat contre le mien. Où est-il tombé? Sur une pointe de glace. Hâtez-vous! Ah! Si je meurs ici, je serai satisfaite. L'un des 2 hommes s'élança, suivi des chiens. L'autre planta les torches dans la neige et s'efforça de ranimer le pauvre Joey. Quelques frictions de neige et un peu d'eau de vie le firent revenir à lui. Mais il avait le délire et ne savait plus où il était. Le guide, alors, revint au bord du gouffre. « Courage !» criait-il. « On vient !»« Comment êtes-vous ? Comment est-il ?» Son cœur bat toujours contre le mien, je le réchauffe dans mes bras. Je n'ai pas peur. La lune descendit derrière les hautes cimes, et le désert et l'abîme ne furent que des ténèbres, et le guide jeta encore son cri d'espérance au fond du gouffre. « Comment êtes-vous ? Comment est-il ? On vient !» Et le cri passionné monta des profondeurs du glacier où Marguerite était ensevelie avec son époux. Son cœur bat contre le mien. Enfin, les aboiements des chiens, une lueur lointaine répandue sur la neige, annoncèrent que les secours arrivaient. 20 hommes, des lanternes, des torches, une litière, des cordes, des draps. Du bois pour faire un grand feu, tout cela venait à la fois. Les chiens couraient aux âmes, s'élançaient vers le gouffre, puis revenaient priant dans leur langage muet qu'on fit diligence. Le cri sauveur descendit encore. « Dieu merci, tout est prêt. Comment vous trouvez-vous? Est-il mort ?» Le cri désespéré répondit. « Nous enfonçons dans la glace et nous avons un froid mortel. Son cœur ne bat plus contre le mien. Ne laissez descendre personne, car le poids de nos corps est assez lourd. Faites seulement glisser la corde. » On alluma le feu. La clarté des torches illumina le bord de l'abîme, on y fixa des lanternes, et la corde descendit. D'en haut, on la voyait, la vaillante jeune fille attachée à la corde, de ses doigts engourdis, au corps de son fiancé. Le cri monta au milieu du silence mortel. Tirez doucement. Elle, on la voyait toujours au fond du gouffre, tandis que lui, il flottait déjà dans l'air. Aucun vivat ne se fit entendre lorsqu'on le déposa dans la litière. Quelques-uns des hommes prirent soin de lui, tandis qu'on le faisait redescendre la corde. Le cri monta une dernière fois au milieu du même silence de mort. « Tirez !
Mais lorsqu'ils la saisirent, elle, au bord du précipice, alors il fit retentir l'air de leurs cris de joie. Ils pleuraient, ils remerciaient le ciel, ils baisaient ses pieds et sa robe. Les chiens la caressaient, léchaient ses doigts glacés. Elle s'échappa, courut vers la litière et se jeta sur le corps de son fiancé, posa ses 2 belles mains sur ce cœur qui ne battait plus. Passons maintenant au 4e acte. L'horloge de sûreté. L'action se passe maintenant à Neuchâtel. C'est l'agréable mois d'avril. L'agréable lieu où nous transportons nos lecteurs et l'étude d'un notaire, l'agréable personne que nous y trouvons, c'est le notaire lui-même, beau vieillard au teint vermeil, le premier notaire de Neuchâtel, universellement connu dans le canton Monsieur Voix. Par sa profession et ses qualités personnelles, Maître Voix est un citoyen populaire. Les nombreux services qu'il a rendus, et ses originalités aussi nombreuses que ses services, ont fait de lui l'un des personnages les plus fameux de cette jolie ville de Suisse. Sa longue redingote, brune, et son bonnet noir ont pris rang parmi les institutions du pays. Sa tabatière n'est pas moins renommée, et bien des gens pensent que dans l'Europe entière, il n'y a pas plus de grande. Une autre personne est là, dans l'étude. Une personne moins agréable que Maître Voix. C'est Obenreiser. Cette étude, quelque peu champêtre, ne rappelait en rien le solennel logis du notaire anglais. Elle était située dans le fond d'une cour, riante et proprette, et s'ouvrait sur un joli parterre tout rempli de fleurs. Des chèvres broutaient non loin de la porte. La vache pesait si près de la maison que l'excellente bête, en avançant seulement d'une dizaine de pieds, aurait pu venir faire compagnie au clerc. Le cabinet de Maître Voix était petit, clair et tout verni. Les murs étaient recouverts de panneaux de bois. Il ressemblait à ces chambres rustiques qu'on voit dans les boîtes de jouets d'enfants. La fenêtre suivait la saison, était ornée de roses, d'éliantes, de roses trémières. Les abeilles de Maître Voix bourdonnaient à travers l'étude pendant tout l'été, entrant par une fenêtre et sortant par l'autre, comme si elles eussent été tentées de faire leur miel avec le doux caractère de Maître Voix. De temps en temps, une grande boîte à musique, placée sur la cheminée, partait en cadence sur l'ouverture du Fra Diavolo et bien chantait des morceaux de Guillaume Tell avec gazouillements joyeux. Survenait-il quelques clients, il fallait bien arrêter le ressort, mais l'harmonieux instrument se remettait à chanter de plus belle dès que le client était parti. « Courage, courage, mon brave garçon, dit Maître Voix en caressant les genoux d'Obenreiser d'un air paternel. Vous allez commencer une nouvelle vie auprès de moi, dans mon étude, et cela dès demain matin. » Obenreiser, en habit de deuil, l'air humble et soumis, mit sur son cœur une de ses mains qui tenait un mouchoir. « Ma reconnaissance est là, monsieur, dit-il, mais je ne trouve point de mots pour vous l'exprimer. »« Ne me parlez pas de reconnaissance, dit Maître Voix. Je déteste de voir un homme persécuté. Je vous ai vu souffrir. Je vous ai naturellement tendu la main. Oh, je ne suis pas encore assez vieux pour ne pas me rappeler mes jeunes années. Savez-vous bien que c'est votre père qui m'a amené mon premier client? Il s'agissait de la moitié d'un acre de terre qui ne donnait jamais de raisin. Ne dois-je rien à son fils? J'ai envers lui une dette d'amitié et je m'en acquitte envers vous. Voilà qui est assez bien dit, je pense, ajouta Maître Voix, enchanté de lui-même. Permettez-moi de récompenser mes propres mérites par une prise de tabac. Obenreiser laissa tomber son regard sur le plancher comme s'il se sentait pas même digne de contempler cet honnête vieillard savourant sa prise. « Accordez-moi une dernière grâce, monsieur, dit-il. N'agissez pas envers moi par impulsion généreuse. Jusqu'ici, vous n'avez connu que vaguement la situation où je me trouve. Eh bien, écoutez les raisons qui s'élèvent pour et contre moi avant de me prendre avec vous dans votre étude. Je veux que mon droit à votre bienveillance soit reconnu par votre bon jugement en même temps que par votre excellent cœur. Ah, je peux lever la tête devant mes ennemis, je peux me refaire une réputation sur les ruines de celle que j'avais autrefois et qu'on m'a ravie. Mais comme il vous plaira, dit Maître Voix. Vous parlez bien, mon fils. Vous ferez quelques jours un bon avocat.
Les détails de ma triste affaire ne sont pas bien nombreux, poursuivit Obenreiser. Mes chagrins ont commencé après la mort par accident de mon dernier compagnon de voyage, mon pauvre et cher ami, Monsieur Vandal. Monsieur Vandal, répéta le notaire. C'est bien cela. J'ai souvent entendu ce nom depuis 2 mois. C'est cet infortuné anglais qui a été tué dans le Simplon, alors que vous-même vous avez été blessé, ainsi que le témoignent les 2 cicatrices que vous portez au col et à la joue. Blessé par mon propre couteau, dit Obenreiser en touchant ses marques sinistres, témoin parlant de l'horrible lutte. Par votre couteau, en essayant de sauver votre ami, affirma le notaire. Bien, très bien. C'est singulier. J'ai trouvé plaisant de penser que j'ai eu autrefois un client de ce nom de Vandal. Le monde est si petit, fit Obenreiser. Toutefois, il prit note intérieurement que Maître Voigt avait eu jadis un client de ce nom. Je vous disais donc, reprit-il, qu'après la mort de mon cher compagnon de voyage, mes chagrins avaient commencé. Je me rendis à Milan. Je suis reçu avec froideur par Defrenier et compagnie. Peu de temps après, ils me chassent. Pourquoi ? On ne m'en donne aucune raison. Je demande à ces messieurs s'ils prétendent attaquer mon honneur. Point de réponse. Où sont leurs preuves contre moi ? Point de réponse encore. Ce que j'en dois penser ? Cette fois, on me répond « Monsieur Obenreiser est libre de penser ce que bon lui semble et qu'il pensera n'importe guère à Defrenière et compagnie. » Et voilà tout. Voilà tout, dit le notaire. Et il prit une forte prise de tabac. Cela suffit-il, monsieur ? Non, vraiment, fit Maître Voigt. La maison Defrenier et compagnie est de cette ville, très estimée, très respectée. Mais la maison Defrenier et compagnie n'a point le droit de détruire sans raison la réputation d'un homme. Vous pourriez répondre à une accusation, mais que répondrez-vous à des gens qui ne disent rien ? Justement, mon cher maître, votre équité naturelle vient de définir en un mot la cruelle situation où l'on m'a placé. Et si encore ce malheur était le seul ? Mais vous savez, quelles ont en été les suites ? Oh, je le sais, mon pauvre garçon, fit le notaire en remuant la tête d'un air compatissant. Votre pupille se révolte contre vous. Se révolte ? C'est un mot bien doux, reprit Obenreiser. Ma pupille s'est élevée avec horreur contre moi. Elle s'est soustraite à mon autorité et s'est réfugiée avec Madame Dor chez cet homme de loi anglais, Monsieur Bintray, qui répond à nos sommations de revenir et de se soumettre, que jamais elle n'en fera rien. Et qui écrit ensuite, continua le notaire en soulevant sa large tabatière pour chercher parmi ses papiers, qui écrit qu'il va venir en conférer avec moi ? Il écrit cela, s'écria Obenreiser. Eh bien, monsieur, n'ai-je pas des droits légaux ? Ah, mon pauvre garçon, tout le monde, à l'exception des criminels, tout le monde a son droit légal. Qui dit que je suis criminel ? Dit Obenreiser d'un air farouche. Personne ne le dit. Un peu de calme dans vos chagrins, par pitié. Si la maison Defrenier est donnée à entendre que vous avez commis quelque action, oh, nous saurions alors comment nous comporter avec elle. Tout en parlant, il avait passé la lettre fort brève de Bintray à Obenreiser qu'il avait lue et qu'il la lui rendit. Lorsque cet homme de loi anglais vous annonce qu'il va venir conférer avec vous, s'écria-t-il, cela veut dire qu'il vient pour repousser mon autorité sur Marguerite. Vous le croyez ? Oh, j'en suis sûre, je le connais. Il est opiniâtre et chicanier. Dites-moi, monsieur, si mon autorité est inattaquable jusqu'à la majorité de cette jeune fille ? Absolument inattaquable. Je prétends donc la garder. Je l'obligerai bien à s'y soumettre. Mais, reprit Obenreiser, passant de cet emportement à un grand air de douceur et de soumission, je vous devrai encore cette satisfaction, monsieur, à vous qui, avec tant de confiance, avez pris sous votre protection et à votre service un homme si cruellement outragé. Tenez-vous l'esprit tranquille, interrompit Maître Voigt. Pas un mot de plus sur ce sujet et pas de remerciements. Soyez ici demain matin avant l'arrivée de l'autre clerc, entre 7 et 8 heures. Vous me trouverez dans cette chambre. Je veux vous initier moi-même à votre besogne. Maintenant, allez-vous-en, allez-vous-en. J'ai des lettres à écrire. Je ne veux pas entendre un mot de plus.
Congédié avec cette brusquerie amicale et satisfait de l'impression favorable qu'il avait produite sur l'esprit du vieillard, Obenreizer put réfléchir à son aise. Alors la mémoire lui revint de certaines notes qu'il avait prises mentalement durant cet entretien. Ainsi donc, Maître Voigt avait eu jadis un client dont le nom était Vandal. « Je connais assez bien l'Angleterre à présent, se disait-il, tout en faisant courir ses pensées devant lui, assis sur un banc devant le parterre. Ce nom de Vandal y est bien rare. Jamais je n'avais rencontré personne qui le portât avant. » Il regarda involontairement derrière lui et par-dessus son épaule. « Le monde est-il en effet si petit que je ne puisse m'éloigner de lui, même après sa mort ? Il m'a confessé à ses derniers moments qu'il avait trahi la confiance d'un homme qui est mort comme lui, qu'il jouissait d'une fortune et qui n'était pas la sienne, que je devais y songer. Et il me demandait de m'éloigner d'un pas afin qu'il me vît mieux et que ma figure lui rappelât ce souvenir. Pourquoi ma figure ? C'est donc moi que cette confession étrange intéresse ? Ah, je suis sûre de ces paroles, elles n'ont point quitté mon oreille, et si je les rapproche de ce que me disait tout à l'heure ce vieil idiot de notaire, quoi que ce soit, tant mieux, si j'y trouve de quoi réparer ma fortune et tenir sa mémoire. Pourquoi dans la nuit que nous avons passée ensemble à Bâle s'est-il appesanti avec tant d'insistance sur mes premiers souvenirs ? Sûrement avait-il un motif alors ? Il ne put achever, car les deux plus gros béliers de Maître Voigt vinrent l'assaillir à coups de tête, comme s'ils voulaient venger la réflexion irréversieuse qu'Obenreizer s'était permise sur le compte de leur maître. Il céda devant l'ennemi et se retira. Mais ce fut pour se promener longtemps, seul sur les bords du lac, la tête penchée sur sa poitrine, en proie à des réflexions profondes. Le lendemain matin, entre 7 et 8 heures, il se présentait à l'étude. Il y trouva le notaire qui l'attendait en compulsant des titres et des papiers arrivés la veille. En quelques mots bien simples, Maître Voigt le mit au courant de la routine de l'étude et des devoirs qu'il aurait à remplir. Il était 8h moins 5 minutes lorsque le dingue homme se leva en déclarant à son nouveau clerc que cette instruction préliminaire était terminée. « Je vais vous montrer la maison et les communs, dit-il. Mais il faut auparavant que je serre ces papiers. Ils me viennent des autorités municipales. Je dois en prendre un grand soin. » Obenreizer devint attentif car il voyait là une occasion de s'instruire. Il allait savoir où son patron serrait ses papiers particuliers. « Ne pourrais-je pas vous épargner cette peine, monsieur, dit-il. Ne pourrais-je ranger et serrer ces papiers pour vous, avec vos indications ?» Maître Voigt se mit à rire sous cape. Il referma le portefeuille qui contenait ses documents précieux et le passa à Obenreizer. « Essayez, dit-il, tous mes papiers importants sont là. » Et il lui montrait du doigt, au bout de la chambre, une lourde porte de chêne parsemée de clous. Obenreizer s'approcha, le portefeuille à la main, et, regardant la porte, s'aperçut avec surprise que, de l'extérieur au moins, il n'y avait aucun moyen de l'ouvrir. Ni poignée, ni verrou, ni clé, pas même de serrure. « C'est qu'il y ait une seconde porte à cette chambre, dit-il. »« Non, fit Maître Voigt, cherchez encore. Il y a certainement une fenêtre. »« Murée, mon ami, murée avec des briques. La seule entrée est bien par cette porte. Est-ce que vous y renoncez ?» s'écria le notaire, triomphant. « Écoutez maintenant, mon brave garçon, et dites-moi si vous n'entendez rien à l'intérieur. » Obenreizer écouta et recula, tout effrayé. « Oh, dit-il, je sais de quoi il s'agit. J'ai entendu parler de cela quand j'étais apprenti chez mon horloger. Père et frère ont donc enfin terminé leur fameuse horloge de sûreté. Et c'est vous qui l'avez achetée ? » ?»« Moi-même. Et c'est bien l'horloge de sûreté. Voilà, mon fils. Voilà une preuve de plus de ce que les braves gens de ce pays appellent les enfantillages du père Voigt. Eh bien, laissons rire. Il n'en est pas moins vrai qu'aucun voleur au monde ne me prendra jamais mes clés. Aucun pouvoir ici-bas, un bélier même, un tonneau de poudre ne fera jamais bouger cette porte. Ma petite sentinelle à l'intérieur, ma petite amie qui fait tic-tic m'obéit quand je lui dis « Ouvre ». La porte massive n'obéira jamais à ce tic-tic, et ce petit tic-tic n'obéira jamais qu'à moi. Et voilà ce qu'a imaginé ce vieil enfant de Voigt, à la plus grande confusion de tous les voleurs de la chrétienté.
Et c'est ainsi donc que s'achève cette lecture donc de l'Abîme de Charles Dickens et de Wilkie Collins. Et pour découvrir la suite, eh bien, c'est tout simplement dans un instant sur C8 dans Voyage au bout de la nuit. À tout de suite.